Le gravier crie sous mes pneus tandis que je me gare dans l'allée de grand-mère Joséphine, et je retiens déjà mes larmes. 12 heures en blouse pédiatrique suffisent à vous briser. 12 heures de fièvre, d'enfants effrayés et de parents qui vous regardent comme si vous étiez censé avoir toutes les réponses. Mon pick-up Honda bleu avance comme à travers de la mélasse, comme si mon corps savait ce qui m'attend dans cette ferme blanche à la peinture écaillée et au porche affaissé. J'aurais dû venir directement après mon service, mais je suis resté 20 minutes sur le parking de l'hôpital à simplement respirer, à rester immobile. La Mercedes d'Arthur est garée de travers près des marches, Courtney s'y adosse, les yeux rivés à son téléphone, agité comme toujours quand les choses ne vont pas dans son sens. Son père est à côté, le visage rouge comme un feu de signalisation, martelant son propre téléphone. Je me fiche de ce que dit la banque. Sa voix traverse toute la cour. J'ai besoin de plus de temps. Je baisse la tête, feignant de ne pas entendre. C'est ce que je fais. Depuis toujours. Courtney ne lève même pas les yeux. Papa, je viens de perdre un partenariat à 5 chiffres. Si cette vieille femme ne nous laisse pas cette maison, on est fini. Ma grand-mère. Elle parle de ma grand-mère comme d'un obstacle enfin écarté. Je serre le volant jusqu'à blanchir les jointures, mais je ne dis rien. Comme d'habitude. Je prends mon sac et monte les marches de bois gondolées que j'ai gravies 1000 fois, la porte moustiquaire grince comme toujours. Autrefois, ce bruit voulait dire rentrer à la maison. Aujourd'hui, il ressemble à un piège qui se referme. À l'intérieur, le salon est bondé. Chaque chaise est occupée, des gens debout longent les murs, les conversations tombent en murmures dès que j'apparais. Je parcours les visages de cousins pas vus depuis des années, des voisins du coin, l'oncle Liam, les mains usées posées sur ses genoux, maman me fait signe du canapé, Hélène Mitchell, 53 ans est toujours en train d'essayer de rendre tout le monde heureux, d'arrondir les angles. Elle m'a gardé une place, et quand je m'assois elle me serre la main. Sa paume est moite. Ça va, ma chérie? Je hoche la tête, plus simple que la vérité. La pièce sent le vieux café et les sachets de lavande que grand-mère glissait dans chaque tiroir. Je ferme les yeux une seconde, et me voilà 4 ans plus tôt, juste après l'enterrement de grand-père, quand la maison paraissait trop grande, trop silencieuse. Grand-mère s'était acheté une tablette, une de ces choses sophistiquées qu'elle ne savait pas utiliser. Je l'avais trouvée dans la cuisine à fusiller l'écran du regard. Je suis trop vieille pour ça, ma chérie. Elle me l'avait tendue. N'importe quoi, mamie. Tu vas y arriver. Je m'étais assise à côté d'elle pour lui montrer comment appuyer, glisser, trouver ses emails. Elle s'énervait au début, tapait les mauvaises icônes, soupirait sans arrêt, puis tout à coup elle avait compris. Son visage s'était éclairé comme celui d'un enfant à Noël. Eh bien regarde-moi ça. Je ne suis pas complètement inutile après tout. On était restés là 1 heure, juste elle et moi. Elle m'avait demandé ma vie, mes rêves. J'avais avoué vouloir ouvrir une clinique un jour, un endroit pour les enfants de familles modestes, ceux qui avaient besoin qu'on s'occupe d'eux. Elle avait hoché la tête, lentement, les yeux aiguisés et lucides. Voilà une belle manière de laisser une trace. Une porte s'ouvre au fond de la maison et je reviens au présent. Monsieur Elias Thorne entre, portant une mallette en cuir plus vieille que moi. Costume gris, expression neutre. Tout le monde se redresse. Les murmures cessent. Thorne se place devant la pièce, pose la mallette sur la table basse. Il nous regarde un instant, puis l'ouvre d'un double clic sec. Merci d'être venu, dit-il d'une voix posée. Comme vous le savez, nous sommes réunis pour la lecture du testament de Joséphine Mitchell. Ma gorge se serre. Entendre son nom rend tout réel à nouveau. Thorne sort un document, ajuste ses lunettes. Madame Mitchell a été très précise dans ses volontés. Commençons. Il débute par les petits legs. Liam reçoit $40 000. Il hoche la tête, les yeux brillants. Maman reçoit 75 000. Elle porte une main à sa bouche, en pleurs. Puis le regard de Thorne se déplace. À Arthur Vance et son épouse, je lègue $15 000. Arthur ricane. Vraiment ricane. Sa femme marmonne quelque chose. À Courtney Vance, je lègue $5 000. Le visage de Courtney se fige, ses doigts blanchissent autour de son téléphone. Thorne se racle la gorge. Quant au reste de la succession, y compris la ferme, les 20 acres autour et tous les actifs financiers, estimés à environ $3,5 millions, je lègue le tout à Stop.
Courtney s'est levée d'un bond, sa voix tranche la pièce comme une lame. Toutes les têtes se tournent. Avant que vous prononciez son nom, dit-elle en me pointant, tout le monde doit savoir que Cassandra est une voleuse. La pièce explosait de gaspes, des murmures. Quelqu'un derrière moi chuchote, quoi? Je ne peux plus bouger. Plus respirer. Ma vision se resserre. Courtney avance, sa voix enfle. Depuis 8 mois, des objets disparaissent de cette maison. Une montre Patek Philippe. Un collier saphir. Des pièces d'or. 45 000 $ envolés. Et qui était ici chaque week-end? Qui avait accès à toutes les pièces? Elle ne venait pas voir mamie. Elle repérait les lieux. Arthur hoche la tête. C'est vrai, on a tous remarqué des choses manquantes. Béatrice, une amie de maman, intervient, j'ai vu Cassie au pawn shop en ville il y a 6 mois. Je n'y ai pas pensé sur le moment, mais maintenant. Je me souviens de ce jour-là. Grand-mère m'avait demandé d'y faire estimer des bijoux pour l'assurance. Elle était assise à côté de moi. Mais je ne peux pas le dire. Ma voix est coincée derrière des années à éviter les conflits, à me taire pour maintenir la paix. Maman me serre plus fort. Cassie, dis quelque chose. J'ouvre la bouche. Rien n'en sort. Courtney sourit. Un petit sourire victorieux. Et là je comprends, elle a tout planifié. Thorne lève une main, et ce simple geste suffit à trancher le chaos. Asseyez-vous, mademoiselle Vance. Courtney se fige, puis s'effondre sur sa chaise. Arthur aussi s'assoit, la mâchoire crispée. Thorne sort un ordinateur portable, puis un disque dur noir qu'il pose comme une pièce à conviction. Madame Mitchell, dit-il, avait prévu exactement ce scénario. Mon cœur trébuche. Le silence tombe, lourd, oppressant. Arthur se relève. C'est quoi ça? Vous n'avez pas le droit d'enregistrer les gens. Parfaitement légal chez soi, monsieur Vance. Asseyez-vous. Il reste debout, les poings serrés, le visage virant au violet. Thorne branche l'ordinateur au téléviseur au-dessus de la cheminée, celui où grand-mère et moi regardions des émissions de cuisine. 2 personnes sont impliquées dans ce vol, annonce Thorne. Sa voix est posée, presque indifférente, comme s'il lisait un bulletin météo. Mademoiselle Courtney Vance, qui a exécuté les vols. Et monsieur Arthur Vance, qui les a facilités et en a profité. C'est un mensonge. Crie Arthur. Personne d'autre ne parle. Les voisins, le long du mur, se penchent en avant. La main de maman serre la mienne avec une force passée du réconfort à la douleur. Ils sont désespérés financièrement, poursuit Thorne, ignorant l'éclat d'Arthur. Les partenariats de marque de mademoiselle Vance se sont effondrés. Les boutiques de vapotage de monsieur Vance sont hypothéquées au-delà de leur valeur. La banque réclame ses prêts. Comment sait-il tout ça? Bien sûr qu'il sait. Grand-mère aurait veillé à ce qu'il sache tout. Pour eux, dit Thorne, cette maison représente la survie, pas la cupidité. L'écran s'allume. Image en noir et blanc. Je reconnais immédiatement le bureau de grand-mère, le bureau, le classeur, la fenêtre donnant sur le jardin. Une silhouette entre dans le cadre. Courtney. L'horodatage indique, il y a 8 mois, 14h47. Elle bouge vite, avec intention. Ouvre le tiroir. Sa main plonge et ressort. Quelque chose disparaît dans sa poche. Des pièces d'or. Je distingue à peine leur éclat avant qu'elles ne s'évanouissent. Quelqu'un pousse un cri. Plusieurs personnes. La pièce explose en chuchotement. Le visage de Courtney vire au gris. Elle ouvre la bouche. La referme. La rouvre. Ce n'est pas je n'ai pas, mais la vidéo ne ment pas. Elle tourne. Silencieuse. Accablante. Maman lâche ma main. Elle se lève, se rapproche de moi, se plaçant entre moi et le côté où se trouve Arthur. Liam se lève aussi, son visage buriné déformé par la colère. Tu as accusé ma nièce, dit-il d'une voix rauque. Tu nous as regardés dans les yeux et tu l'as accusée. Certains cousins s'éloignent d'Arthur et de Courtney. Ils prennent leur distance, choisissent un camp. Madame Patterson, du bout de la rue, croise mon regard et hoche la tête. Une seule fois. Mais cela signifie quelque chose. La vidéo s'arrête.
Thorne sort de sa mallette un petit écrin de velours bleu marine, du genre qui contient des bijoux. Il l'ouvre. Même d'ici, je vois le collier de saphir. Les pierres captent la lumière de l'après-midi. Bonne nouvelle, dit Thorne, sa voix presque douce. J'ai pu récupérer le collier avant qu'il ne soit vendu. Il s'avance, dépose l'écrin sur mes genoux. Je le fixe. Le collier que grand-mère portait à chaque repas de fête, celui que grand-père lui avait offert pour leurs 40 ans. Mes mains tremblent. Le testament comporte une clause de moralité, dit Thorne. Toute personne ayant volé à Madame Mitchell perd son héritage et devient redevable de la valeur totale des objets volés, 150 000 $. Peu importe ce qu'ils ont reçu du Rustler. Le visage d'Arthur change. Je vois le calcul se faire derrière ses yeux. 150 000 $ qu'ils n'ont pas. Qu'ils ne peuvent pas avoir. C'est insensé, dit-il, mais sa voix a perdu toute force. Courtney pleure maintenant. Pas des larmes élégantes. Des pleurs qui déforment le visage. Je referme l'écrin. Le claquement résonne. Grand-mère savait. Elle savait tout. Elle a tout vu et a préparé ce moment. Pour moi. Parce qu'elle savait que je ne pourrais pas les affronter seule. Et elle avait raison. Mais elle m'a donné les armes. L'ordinateur reste branché au téléviseur. Les mains de Thorne bougent avec la précision d'un chirurgien, ouvrant des dossiers dont j'ignorais l'existence. Ma poitrine se serre, comme si quelqu'un en serrait mes poumons. Il y a plus, dit Thorne. Courtney remue sur sa chaise. Elle ne fait plus défiler son téléphone. Pour la première fois depuis mon arrivée, elle semble incertaine. L'écran clignote. Nouvelles images. Il y a 3 mois. Caméra de cuisine. Je reconnais la table où grand-mère roulait la pâte des tartes, la farine couvrant tout autour. Arthur est assis en face de Courtney. Tous deux penchés comme des conspirateurs. J'ai dit à tout le monde que Cassie repérait la maison, dit Courtney. Sa voix résonne, claire comme une cloche. Elle sourit. Un vrai sourire. Quand le testament sera lu, tout le monde croira que c'est elle la voleuse. Mon estomac se contracte. Arthur hoche la tête, tambourinant sur la table. Combien la montre a rapporté? Le sourire de Courtney s'élargit. 20 000. Les saphirs, 30 000. Total, 50 000. La pièce explose. Quelqu'un derrière moi allait si fort qu'on dirait un étouffement. Oncle Liam bondit, poing serré, mais un cousin l'attrape par le bras. Béatrice se couvre la bouche, livide. La main de maman écrase la mienne, mais je ne sens presque rien. Je regarde Courtney rire sur cet écran. Me piéger. Voler grand-mère puis faire de moi la coupable? Comment avez-vous pu? La voix d'Hélène fend le chaos. Elle est debout, fixant Courtney et Arthur comme des étrangers. Comment avez-vous pu faire ça à la famille? Arthur balaie l'air de la main. C'est un piège. Mère était sénile, manipulée par des avocats. Il pointe Thorne. Vous avez profité d'une vieille femme. Madame Mitchell avait toutes ses facultés, répond Thorne calmement. Documentée par 2 médecins indépendants. Souhaitez-vous voir les rapports? La mâchoire d'Arthur s'agite mais rien n'en sort. Courtney tente de se lever. Un cousin que je connais à peine lui barre le passage. Elle se rassoit, son téléphone heurtant le sol. Nous contesterons ça en justice, dit Arthur, la voix tremblante. Nous bloquerons la procédure pendant des années. Je ne quitte pas l'écran des yeux. Courtney figée en plein rire, si satisfaite d'elle-même. Des proches se rapprochent de moi. Des mains touchent mon épaule, mon bras. Béatrice surgit près de maman, les larmes coulant sans discontinuer. Je suis tellement désolé, chuchote-t-elle. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas, d'autres voix se mêlent aux siennes. Des cousins à qui je n'ai pas parlé depuis des années, tous disant qu'ils sont désolés, qu'ils auraient dû voir, que maintenant tout semble évident. Hélène prend la parole, la voix tremblante mais ferme. Ma fille a passé chaque week-end ici par amour. Elle s'est occupée de sa grand-mère parce qu'elle le voulait, pas pour obtenir quoi que ce soit. Les têtes acquiescent. L'énergie de la pièce change, se réoriente comme des limailles autour d'un aimant. Tous ceux qui entouraient Arthur et Courtney s'en écartent, les laissant isolés. Thorne referme son ordinateur, puis le rouvre.
Madame Mitchell a installé ce système de surveillance il y a 8 mois. Elle a été très précise, le bureau, la cuisine, l'entrée. C'est elle qui a fait ça? Demandai-je, la voix lointaine. Oui. Il sort son téléphone, montre l'écran. Sauvegarde cloud. Serveur sécurisé multiple. Elle était très méthodique. Pour une boulangère retraitée de 82 ans, elle comprenait remarquablement bien la sécurité numérique. Quelqu'un rit. Pas un rire joyeux, plutôt un souffle d'incrédulité mêlé d'admiration. Je repense à ces week-ends où elle me posait des questions sur les applications, et moi croyant qu'elle voulait juste parler avec ses amis. Tout ce temps, elle me protégeait. Elle construisait un dossier dont j'ignorais avoir besoin. Ma vision se brouille. Je cligne, refusant de pleurer devant Courtney. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ces vidéos, tente Arthur. C'est illégal d'enregistrer sans consentement. État à consentement unilatéral, répond Thorne sans lever les yeux. Madame Mitchell avait parfaitement le droit d'enregistrer chez elle. Le visage d'Arthur vire du rouge au violet. Il cherche du regard des alliés. N'en trouve aucun. Courtney n'a pas parlé depuis que sa voix a retenti dans les haut-parleurs. Elle reste immobile, fixant le sol. Je me lève. Lentement. Mes jambes tremblent mais tiennent. Arrêtez. Le mot est plus doux que je ne l'aurais voulu, mais tout le monde l'entend. Le silence tombe. Arrêtez juste. Arthur ouvre la bouche. Je lève la main. Grand-mère savait. Ma voix est plus forte maintenant. Elle savait tout. Chaque conversation. Chaque objet. Chaque mensonge. Je regarde Courtney droit dans les yeux. Elle savait, et elle vous a quand même laissé une chance d'être honnête. Vous avez fait ce choix-là. Les larmes coulent mais je ne les essuie pas. Qu'il voit. Qu'il voit ce que cela m'a coûté. Maman se tient à mes côtés, son bras autour de mes épaules. Elle m'a protégé même après sa mort. C'est ça, la vraie famille. Thorne se redresse. Toute la pièce se penche en avant. Il reste une dernière vidéo. Mon cœur trébuche. Encore? Que pourrait-il rester? Plusieurs proches bloquent les portes. Courtney regarde vers la sortie, mais il n'y a nulle part où aller. La bravade d'Arthur s'effondre littéralement, ses épaules s'affaissent. L'écran s'allume. Et la voilà. Grand-mère Joséphine. Assise dans son fauteuil préféré, près de la fenêtre où la lumière dorée illuminait toujours ses cheveux. Elle est plus maigre que dans mes souvenirs, la peau fine, mais ses yeux brillent d'une intensité farouche. Elle regarde directement la caméra. Directement nous. Si vous regardez ceci, dit-elle, d'une voix rauque mais claire, c'est que les loups ont montré leur croc. La pièce retient son souffle. Toutes les têtes tournées vers elle, suspendues à ses mots. Quelqu'un derrière moi halète. Courtney tente de se glisser vers la porte. Oncle Liam se place devant elle sans un mot. Grand-mère s'interrompt, regarde directement la caméra. Directement nous. J'étais peut-être âgé, mais je n'avais jamais été stupide. Arthur commence à se lever. C'est. Asseyez-vous, monsieur Vance. Thorne ne hausse pas la voix, mais quelque chose dans son ton fait retomber Arthur sur sa chaise. À l'écran, grand-mère ajuste ses lunettes. Le geste est si familier qu'il fait mal. Arthur. Courtney. Je vous ai observé. Je vous ai vu me voler. Je vous ai vu comploter contre ma petite fille. Elle se penche légèrement en avant et, malgré sa fragilité, malgré la maladie qui la rongeait, elle a l'air féroce. La famille ne signifie pas accepter les abus. Cela n'a jamais été le cas. Courtney émet un son, moitié sanglot, moitié protestation. Personne ne la regarde. L'expression de grand-mère s'adoucit. Le changement est si brusque que des larmes me montent aux yeux avant que je puisse les arrêter. Cassie, ma chérie. Sa voix devient douce. Si tu vois ceci, je suis parti, et je suis désolé de ne pas avoir pu être là pour te soutenir quand ils t'ont attaqué avec leurs mensonges. Mais je t'ai donné la chose qui s'en rapproche le plus. Je n'arrive plus à respirer. La main de ma mère sur la mienne passe du soutien à la douleur, mais je ne me retire pas, merci, dit grand-mère, de m'avoir appris à utiliser ce machin. Pour ta patience quand je n'arrêtais pas de presser les mauvais boutons et de m'énerver. Tu ne m'as jamais fait sentir stupide.
Tu ne m'as jamais fait sentir un fardeau. Elle sourit, le même sourire d'il y a 4 ans, quand elle avait enfin compris comment consulter ses mets. Tu es venu me voir par amour, ma chérie. Pas par obligation. Pas par cupidité. Juste par amour. Et c'est plus rare que des pièces d'or ou des colliers de saphir. Quelqu'un dans la pièce pleure. Je crois que c'est Béatrice. Grand-mère baisse les yeux vers quelque chose hors caméra, puis les relève. Je me souviens de cette conversation après les funérailles de ton grand-père. Tu m'as parlé de ton rêve. Une clinique pour enfants dont les familles ne pouvaient pas se permettre de grands médecins. Des enfants qui avaient besoin de quelqu'un pour prendre soin d'eux. Ses yeux s'illuminent, et je comprends qu'elle a elle aussi lutté contre les larmes. Lutter. Au passé. Cela a été enregistré une semaine avant sa mort. Tu as un cœur de servante, Cassie. Et les gens au cœur de servante ont besoin de protection, car les profiteurs de ce monde te saigneront à blanc si tu les laisses faire. Ma gorge est si serrée que j'ai du mal à avaler. Alors voilà ce que je fais. Grand-mère se redresse sur sa chaise, tout à fait sérieuse maintenant. Tout le domaine revient à Cassandra Mitchell. 3,5 millions de dollars. La maison de ferme. Les 20 acres. Tous mes biens. Elle sait quoi en faire. La pièce éclate, non pas dans le chaos de l'accusation de Courtney, mais dans une vague de murmures approbateurs. J'entends des gens dire, bien, comme il se doit, il était temps. Arthur se lève de nouveau, le visage pourpre. Vous ne pouvez pas, laissez-la finir, dit Thorne. Sa main repose sur son ordinateur portable, prêt à mettre la vidéo en pause si nécessaire, mais grand-mère continue. Cassie m'a dit qu'elle voulait ouvrir une clinique communautaire. Un lieu où chaque enfant pourrait être soigné, quel que soit le revenu de ses parents. Des programmes après l'école. Des séances de counseling. Même une aire de jeu. Le sourire de grand-mère s'élargit. Voilà un bel héritage. Mieux que n'importe quelle somme d'argent dans une banque. Mieux qu'une maison de ferme qui prend la poussière. Je me souviens lui avoir dit ces mots exacts, décrivant le rêve auquel je n'osais à peine croire. Elle écoutait attentivement, posant des questions, me faisant décrire chaque détail. Utilise cet héritage pour ton rêve, ma chérie. Construis quelque chose qui compte. Aide ces enfants qui ont besoin de toi. Elle s'interrompt, et une lueur malicieuse traverse son visage, si typiquement grand-mère que j'en ris presque malgré les larmes. Elle fait un clin d'œil à la caméra. Et ne sous-estime jamais une boulangère avec Wi-Fi. La vidéo se termine. L'écran devient noir. Pendant un instant, personne ne bouge, personne ne parle. Puis Thorne ferme son ordinateur avec un clic doux, se lève et observe la pièce avec la même expression neutre qu'il a gardée tout le temps. Arthur Vance. Courtney Vance. Vos legs originaux de 15 000 et 5 000 $ sont par la présente annulés selon la clause de moralité du testament de Madame Mitchell. Quoi? La voix de Courtney se brise. De plus, continue Thorne, vous êtes solidairement responsable de la valeur de remplacement complète de tous les objets volés. 150 000 $. À régler sous 30 jours. Arthur se précipite en avant. Nous n'avons pas 150 000 $. Alors je vous suggère de les trouver. Thorne ouvre sa mallette, en sort un autre dossier. L'alternative est que je transmette l'intégralité de ce dossier de preuves au procureur. Vol, complot en vue de fraude et diffamation criminelle. Le procureur a déjà examiné les preuves préliminaires et est prêt à déposer des charges. Il les regarde par-dessus ses lunettes de lecture. Le temps potentiel de prison est considérable. Courtney tremble. Vraiment tremble. C'est insensé. Elle ne peut pas faire ça. Elle l'a déjà fait, dit simplement Thorne. Arthur se tourne vers moi, le visage tordu de rage, et pendant une seconde je crois qu'il pourrait réellement essayer de me frapper. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Il tend la main vers l'ordinateur portable. Liam réagit rapidement, attrape le bras d'Arthur et le tord en arrière. Deux de mes cousins que je connais à peine interviennent, se plaçant entre Arthur et Thorne. Ne fais pas ça, dit Liam doucement. Ne fais juste pas ça. Ma mère se lève et me soulève avec elle. Elle m'enlace, et je réalise que je tremble plus que Courtney, mais c'est différent. Je tremble de soulagement, de chagrin, de quelque chose qui ressemble à la liberté qui commence à fissurer la glace dans laquelle j'étais figé. Les gens me félicitent.
Des voisins que je n'avais pas vus depuis des années proposent leur aide pour tout ce dont j'ai besoin. Hélène pleure mais sourit aussi, chuchotant, « Je suis désolé, je ne savais pas, encore et encore. » Thorne s'approche avec un petit paquet enveloppé de papier brun. « Madame Mitchell a laissé ceci pour toi spécifiquement, à remettre après la vidéo. » Mes mains tremblent en le déballant. À l'intérieur se trouve le livre de recettes de grand-mère, celui qu'elle avait gardé pendant 60 ans, avec des notes manuscrites en marge et des taches sur la moitié des pages après des décennies d'utilisation. Une note glissée à l'intérieur de la couverture, pour les ventes de pâtisserie de la clinique. Avec amour, grand-mère. Je serre le livre contre ma poitrine et laisse couler mes larmes. Dans un coin, Arthur et Courtney restent isolés. Courtney fait défiler frénétiquement son téléphone, probablement en train de réfléchir à comment manipuler cela sur les réseaux sociaux. Arthur fixe simplement le sol, son empire de boutiques de vape et d'autorité patriarcale s'effondrant autour de lui. Tous les documents ont été dûment attestés et notariés. Thorne annonce à la pièce, les preuves sont sauvegardées à plusieurs endroits sécurisés. Madame Mitchell a été très minutieuse. Il regarde directement Arthur et Courtney. La justice est rendue. Et pour la première fois de ma vie, j'y crois. 2 semaines après la lecture du testament, quelqu'un frappe à ma porte à 7 heures du matin. Je suis à moitié en train de boire mon café, encore en pyjama, et quand je regarde par le Judas, Arthur se tient là, l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. J'ouvre la porte de 6 centimètres exactement. « Que voulez-vous ? Puis-je entrer ?» Sa voix sonne creuse. « S'il te plaît, Cassie, nous devons parler. » Nous n'en avons pas besoin. Il pose sa main sur l'encadrement de la porte, pas agressif, juste fatigué. « Ta grand-mère ne voudrait pas ça. La famille ne devrait pas détruire la famille. » Fut. « Tu as raison, dis-je. Elle ne voudrait pas de vol. Elle ne voudrait pas de complot. Elle ne voudrait certainement pas que tu me fasses passer pour coupable de crimes que tu as commis. Pense à l'avenir de Courtney. » Je ris presque. Je l'ai fait. C'est pourquoi j'ai regardé ces vidéos 3 fois. Celle où elle planifiait de détruire la mienne. Sa mâchoire se serre. 150 000 $ nous ruineront. Alors tu n'aurais pas dû voler 50 000 $. Je recule. Au revoir, Arthur. Je referme la porte. Je la verrouille. Je reste là à trembler 5 minutes entières avant que mon café ne refroidisse. Cet après-midi-là, Courtney lance sa contre-attaque sur Instagram, TikTok et Facebook. Ces publications apparaissent sur mon fil puisque nous sommes encore techniquement connectés, et maman m'appelle en pleurant avant même que j'aie fini de lire la première. La légende dit, quand la famille te trahit pour de l'argent. L'héritage de ma grand-mère a été volé par une cousine manipulatrice qui l'a retourné contre nous dans ces derniers mois. La maltraitance des personnes âgées est réelle. La justice prévaudra. Les commentaires se remplissent de cœurs et de messages de soutien de personnes qui n'ont aucune idée de ce qui s'est réellement passé. Le soir, elle a publié 4 autres fois. Chacune me peint comme le méchant. Maman arrive à mon appartement avec des impressions, des copies papier des publications de Courtney, comme des preuves pour un procès. Linda reçoit des appels, dit maman. Linda est sa sœur, la mère de Courtney. Elle veut que tu prennes l'argent et laisses tomber tout le reste. Garde la paix. K. Il n'y a pas de paix à garder. Mais la famille. La famille ne vole pas les siens, dis-je. La famille n'accuse pas faussement les innocents. Et la famille ne lance certainement pas des campagnes sur les réseaux sociaux remplies de mensonges. Maman pose les papiers sur ma table de cuisine. Certains cousins croient sa version. Alors ils n'écoutaient pas lors de la lecture. Le lendemain matin, je trouve une enveloppe scotchée à ma voiture dans le parking de l'hôpital. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule feuille avec des mots découpés dans des magazines comme dans un mauvais film, lâche ça ou subit les conséquences. Je prends une photo avec mon téléphone et l'envoie directement à Monsieur Thorne. Son bureau m'appelle 1 heure plus tard, Mademoiselle Mitchell, pouvez-vous venir aujourd'hui ? Nous devons discuter des prochaines étapes. Plus tard dans la journée, le bureau de Thorne sent les vieux livres et le polish au citron. Il me fait signe de m'asseoir en face de son bureau, et je m'enfonce dans un cuir qui a été façonné par des décennies de clients avec des problèmes comme les miens. Les menaces s'intensifient, dit-il en croisant les mains. Nous devons décider jusqu'où vous voulez aller. Quelles sont mes options ? Accepter leur offre et partir, ou bien déposer plainte pour vol,
complicité et fraude. Courtney pourrait aller en prison. Arthur, probablement, l'éviterait mais ferait face à des amendes importantes et à un casier judiciaire. Je fixe la fenêtre derrière lui. Dehors, la circulation suit des schémas prévisibles, les gens vaquent à leur vie normale tandis que la mienne se divise en deux futurs possibles. Si je porte plainte, la famille ne me pardonnera jamais. Si vous ne le faites pas, dit Thorne doucement, ils sauront qu'ils peuvent tout se permettre. Je pense à grand-mère dans sa cuisine, tapotant l'écran de sa tablette avec détermination, s'initiant à la technologie à 82 ans parce qu'elle refusait d'être laissée pour compte, planifiant toute cette stratégie parce qu'elle savait exactement qui étaient Arthur et Courtney. Elle m'a donné les outils pour riposter, dis-je. Je les utilise. Thorne hoche la tête une fois. Puis nous avançons. Au cours de la semaine suivante, Thorne agit comme un maître aux échecs, exécutant un plan à 30 coups d'avance. Il contacte tous les sponsors de Courtney, envoyant des avis formels sur des enquêtes pour fraude en cours et des preuves documentées d'activités criminelles. Les clauses morales dans ces contrats commencent à se déclencher. Il informe l'IRS des biens volés et de leur véritable valeur, du recel par Courtney, ainsi que de 3 ans de revenus d'influence non déclarés. Il s'avère que vendre son style de vie aux abonnés implique que le gouvernement veuille sa part. Il envoie un avis formel à la banque d'Arthur pour acquisition frauduleuse d'actifs et actions judiciaires en cours. La banque, déjà menaçante à l'égard de ses magasins de vape, accélère son calendrier. Le journal local publie l'histoire 5 jours plus tard. Les preuves numériques de grand-mère exposent le vol familial. Le reporter interviewe Thorne, publie des extraits des dossiers judiciaires, inclut des captures d'écran des vidéos avec les visages floutés mais le contexte limpide. L'Instagram de Courtney devient inaccessible cet après-midi-là. Ses sponsors la lâchent le soir même. L'un publie un communiqué, nous ne collaborons pas avec des personnes faisant l'objet d'enquêtes criminelles. La réputation professionnelle d'Arthur s'effondre en 48 heures. Ses fournisseurs exigent désormais le paiement comptant, ses partenaires prennent leur distance publiquement. Le 29e jour, Thorne appelle, ils sont là, peux-tu venir maintenant? Je quitte l'hôpital en plein service, mon superviseur comprend après explication. Arthur et Courtney sont assis dans la salle d'attente de Thorne, semblant d'autres personnes. Le costume d'Arthur est froissé, Courtney n'a pas de maquillage, ses cheveux en queue de cheval désordonnés. Ils évitent le contact visuel quand je passe. Dans le bureau de Thorne, un chèque de 50 000 $ trône sur son bureau. Ils ont tout liquidé. Thorne dit avoir hypothéqué les magasins de vape, vendu la Mercedes de Courtney. C'est leur dernier bien. Arthur et Courtney entrent quand Thorne les appelle. Ils me regardent comme une étrangère. Je prends le chèque. Grand-mère vous a pardonné. Je choisis d'avancer. Les épaules de Courtney s'abaissent, soulagées. Mais le pardon ne signifie pas oublier. Je continue. Et cela ne signifie pas arrêter les conséquences que vous avez méritées. Cette restitution est distincte de la plainte pénale. Quoi? La voix d'Arthur se brise. Nous avons payé. Vous avez payé ce que vous deviez pour le vol, dit Thorne. L'enquête pour fraude se poursuit indépendamment. Je signe l'ordonnance de non-contact préparée par Thorne. Arthur et Courtney la signent également, les mains tremblantes. Lorsqu'ils partent, Arthur ne tente pas de me prendre dans ses bras, Courtney ne se retourne pas. 3 jours plus tard, une enveloppe officielle de l'IRS arrive à l'adresse de Courtney. Les enquêteurs fédéraux veulent des archives remontant à 3 ans. Des accusations de fraude fiscale sont en cours. Arthur dépose le bilan la même semaine. Et je me tiens à la ferme de Josie, regardant les ouvriers démarrer la construction de la clinique, tenant des plans architecturaux avec l'écriture de grand-mère dans les marges, rendant l'endroit accueillant. 6 mois plus tard, la ferme ne ressemble plus à elle-même. Ou peut-être ressemble-t-elle plus à ce qu'elle a toujours été. Je me tiens dans l'allée en jean et t-shirt gris délavé, observant les ouvriers installer le dernier équipement du terrain de jeu. La balançoire brille au soleil de l'après-midi, un toboggan aux couleurs vives que grand-mère aurait adoré. Le panneau près de la route indique « Josies Place », clinique et centre communautaire, en lettres visibles depuis l'autoroute. Un des ouvriers, Tom, bottes de chantier peintes, montre le jardin côté « La lumière du matin est idéale pour les salles des activités après l'école ». Il hoche la tête et s'éloigne. Je ne doute plus de moi. Ne t'excuse pas d'avoir des opinions. Ne recule pas, espérant que quelqu'un d'autre décidera. À l'intérieur,
Les pièces qui contenaient autrefois le matériel de quilting et les lits d'invités de grand-mère accueillent désormais des tables et fournitures artistiques pour enfants. La cuisine où elle m'a appris les snickerdoodles reçoit des appareils de cuisine professionnels pour les cours. Sa chambre à l'étage devient mon bureau, où je gérerai la clinique. Madame Patterson entre en titubant avec son déambulateur, sa fille Amy la soutenant. Elles sont en avance, mais tout ici fonctionne avec patience, pas selon un planning. Asseyez-vous, Madame Patterson, dis-je, tirant une des nouvelles chaises dans l'ancienne salle de séjour. Le mobilier a changé, disposé pour les consultations plutôt que les réunions familiales, mais les photos de grand-mère décorent toujours les murs. Madame Patterson s'assoit avec un soupir reconnaissant. Amy dit qu'elle a besoin d'une tablette pour voir les photos de ses petits-enfants en Californie. Je souris, approchant une chaise. Vous allez y arriver, laissez-moi vous montrer. Ses yeux s'écarquillent quand je lui tends la tablette. Oh ma chérie, je suis trop vieille pour ça. Ces mots me traversent. 4 ans plus tôt, presque exactement, grand-mère assise dans sa cuisine, frustrée et têtue, convaincue qu'elle ne pouvait pas apprendre. N'importe quoi, dis-je, reprenant les mots du meilleur professeur que j'ai jamais eu. Vous pouvez y arriver. Je la guide comme grand-mère m'a appris à la guider, lentement, patiemment, célébrant chaque petit succès. Quand Madame Patterson ouvre avec succès son application mail, elle pousse un cri de joie. Eh bien, regardez ça. Son visage s'illumine comme celui de grand-mère. J'y suis arrivé. Amy essuie ses yeux. Merci, Cassie. Maman avait tellement peur de la technologie. La technologie a juste besoin d'un enseignant patient, dis-je. C'est ce que m'a appris ma grand-mère. Ma mère arrive 1 heure plus tard avec Liam, tous deux portant des boîtes de fournitures. Elle me serre fort dans l'embrasure de la porte, et je ne me dérobe pas, je suis tellement fier de toi, murmure-t-elle. Liam pose ses boîtes et observe l'avancement des travaux. Grand-mère aurait adoré ça. Elle l'a planifié, dis-je simplement, parce qu'elle l'a fait. Chaque détail. Pas seulement l'argent, bien que cela ait rendu le tout possible. Elle a planifié ma liberté, ma capacité à tenir debout sans m'effondrer, ma chance de construire quelque chose d'important. La famille élargie vient désormais les samedis pour du bénévolat. Des cousins qui à peine me parlaient lors de la lecture du testament peignent et organisent les fournitures, s'excusant parfois maladroitement d'avoir cru aux mensonges de Courtney. Je ne leur en veux pas. La manipulation fonctionne parce qu'elle est convaincante. Le mois prochain, nous créerons un groupe de soutien pour se confronter à la manipulation familiale, des survivants d'abus ayant besoin d'un endroit sûr. Je partagerai mon histoire, et peut-être aidera-t-elle quelqu'un à comprendre que se protéger n'est pas égoïste. Grand-mère m'a appris que la documentation vaut mieux que l'accusation. Je le dis aux bénévoles lors de la réunion de planification. Mais surtout, elle m'a appris que la famille doit vous élever, pas vous détruire. Arthur travaille maintenant dans une station-service. Je l'ai appris par un cousin qui l'a vu faire le plein sur la route 9, en uniforme avec badge. Ses magasins de vape ont été saisis par les créanciers. Il vit dans un studio près de l'autoroute. Courtney attend toujours son procès. Les accusations fédérales de fraude fiscale avancent lentement mais méthodiquement. Ses comptes sociaux ont disparu, toutes ses photos soigneusement sélectionnées d'une vie pour la plupart fictive. Elle travaille dans le commerce de détail au centre commercial, ce qu'elle moquait autrefois. Je ne célèbre pas leur chute. Je ne me réjouis pas de leur souffrance. Je me sens juste libre. En fin d'après-midi, une fois tout le monde parti, je reste seul dans la cuisine de grand-mère, ma cuisine maintenant. Le livre de recettes est sur le comptoir, poudré de farine et bien usé. Je prépare ces snickerdoodles pour l'ouverture de la clinique demain. Le coucher du soleil traverse les fenêtres, colorant tout d'or. Dehors, j'entends les rires des enfants du quartier, déjà en train de s'approprier le terrain de jeu. Sur le mur, j'ai accroché une photo de grand-mère et moi lors de notre première leçon de tablette, toutes deux souriantes. À côté, un billet de $1 encadré, premier don à la clinique, d'un voisin se souvenant de la générosité de grand-mère. Et dans un coin, une note de sa main trouvée dans le livre de recettes, la vérité triomphe toujours. Je souris, roulant la patte entre mes mains, réalisant que je n'essaie plus de maintenir la paix.